Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Albert Einstein, Comment je vois le monde. Observateur attentif du monde qui l'entourait. C'est un rassemblement d'articles traduits de l'allemand par son ami Maurice Solovine en 1934, qui reprend les éditions du colonel Gros et seront complétés jusqu'en 1952 pour les éditions anglaises. Le dernier remaniement est de 1978. Einstein souhaite s'expliquer sur les grands thèmes: le pacifisme, la lutte contre le national-socialisme, le problème juif et certains problèmes scientifiques par ses lettres. Un voyage au bout de la Révolution. Les idées qu'il énonce provoquent la haine. Dès 1916, des savants anglais souhaitent vérifier ses thèses. Les nazis voulaient écrire une histoire de la science sans lui, comme l'Église avec Galilée. Il déroute les esprits. En 1920, il recueille de l'argent pour une université hébraïque, mais refusera la présidence de l'État d'Israël et les politiques du sionisme. Il est pacifiste, internationaliste, ami de Roland, en face du difficile choix atomique. Un ancien élève, Léo Szilard, le convaincra d'empêcher la réussite scientifique de la communauté nazie. Sa condition humaine le fascine. Il se sait limité et se demande pourquoi il est là. Les émotions des autres le font pressentir humain. Il voudrait donner autant qu'il reçoit. Rien ne justifie les classes sociales et la violence. Il imagine accessible et souhaitable une vie simple et naturelle pour tous. Il refuse de croire au concept philosophique de la liberté. Il est frappé par Schopenhauer. L'homme peut certes faire ce qu'il veut, mais il ne peut pas vouloir ce qu'il veut. Il apprend à tolérer ce qui le fait souffrir et voit le monde avec humour, supporte mieux son sentiment de responsabilité. Objectivement, l'existence est absurde. Pourtant, en tant qu'homme, mes idéaux orientent mes jugements, et le plaisir et le bonheur ne sont pas des fins en soi, et laissent ces jouissances à ceux qui sont réduits à des instincts de groupe. Au contraire, ces idéaux de bien, de beau, de vrai lui permettent de vivre. Or, l'humanité se passionne pour la richesse, la gloire, le luxe qu'il méprise, jeune déjà. Amour fort pour la justice et l'engagement social, mais reste un solitaire. Il a perdu de la naïveté et de l'innocence, ce qu'il a gagné en indépendance. Ne fondant aucunement son opinion sur autrui, car l'homme est inconsistant. La vertu républicaine est un idéal politique. Ne veut ni ne mérite la vénération des autres, le hasard s'amuse de lui. Ils veulent comprendre mes idées d'une vie d'effort, faire, créer, inventer, exigent une unité de conception, de direction, de responsabilité. Les citoyens exécutants pourront et devront toujours choisir leur chef. L'idéal républicain dégénère et le tyran l'emporte, car les chefs de gouvernement n'incarnent pas la stabilité. L'État ne s'impose pas comme le plus indispensable. Exalter le sublime, il hait l'armée, l'institution grégaire, la pire. Il méprise ces hommes qui ne méritent pas un cerveau humain. Il faut supprimer ce cancer de la civilisation. Il hait le nationalisme débile et l'héroïsme sur ordre. La guerre est la chose la plus méprisable. Il préférerait se faire assassiner que participer à cette ignominie. Le cancer devrait être guéri, mais le bon sens des hommes est corrompu. Les coupables sont l'école, la presse, le monde des affaires et le monde politique. Émotion très forte face au mystère de la vie qui suscite l'art et la science. Cela constitue aussi la religion, mais ne peut imaginer un Dieu qui récompense et qui punit l'objet de sa création, et d'un être qui survit après sa mort. L'effort de comprendre reste disproportionné, mais la raison se manifeste dans la vie. Quel sens à la vie?
Celui qui ressent sa propre vie et celle des autres comme dénuée de sens est fondamentalement malheureux. Il n'a aucune raison de vivre. Comment juger un homme? À quel degré et dans quel but l'homme s'est libéré de son moi? L'important est le développement moral de l'humanité, suscitant des idées généreuses et des actions sublimes. Mais l'argent pollue toute chose et dégrade inexorablement la personne humaine. Générosité de Moïse, de Jésus et de Gandhi. On dépend intégralement de l'existence et de la vie des autres. Comme l'animal vivant en groupe, tout est de l'homme. L'aliment, l'habit, la maison, même le langage. Sans la parole, que serait la condition humaine? Reconnaître son avantage par rapport à l'animal dans cette vie de communauté humaine. Je suis un homme quand ma finalité est celle de la communauté et de son progrès. Mon attitude sociale déterminera le jugement qu'on portera sur moi. L'homme solitaire invente de nouvelles valeurs pour la communauté. Une société saine est définie par des êtres indépendants mais profondément unis au groupe. L'exemple de la Renaissance avec les esclaves qui s'affranchissent et les grands esprits arrivent à exister aujourd'hui, il y a un déclin des personnalités créatrices. Les humains sont moins sensibles, décadence des organisations communautaires. Alors paraissent les dictatures, une population incapable de jugement, et sont capables de s'habiller en soldats et de tuer. Ainsi, des êtres malfaisants accomplissent leurs actes méprisables. Einstein croit à un avenir meilleur. Le progrès a fait perdre le développement libre de la pensée humaine, mais le progrès a réduit le temps de travail et satisfait ainsi plus vite les besoins de la communauté. Nous sommes une humanité en marche. La communauté va renaître. Je suis totalement dépendant de la société où je vis, qui peut être en conflit avec le sentiment inné de justice, responsabilité morale des scientifiques. Transformation de l'homme par la recherche et la réalisation d'un travail. Toutes les actions humaines cherchent à apaiser les douleurs des hommes, éprouver et désirer étant les impulsions premières de l'être. Chez les primitifs, c'est la crainte qui a créé le sentiment religieux. L'esprit humain doit s'inventer des êtres qui le libèrent de ses angoisses. Suivent les rites et les sacrifices, mémorisant pour les futures générations la puissance propitiatoire en se conciliant avec ces êtres inventés. S'organise une caste sacerdotale structurée, organisant le rôle d'intermédiaire et sauvegarde ainsi leur souveraineté temporelle. S'établit aussi une communauté d'intérêt entre la caste politique dominante et la caste sacerdotale. Concept social de Dieu-providence, il préside au destin, récompense et punit, il console de l'adversité et de l'échec. D'une religion angoisse primitive, on passe à une religion sociale, civilisée. Et la vie sociale atteint un niveau supérieur, idée de Dieu par l'imaginaire de l'homme. Seules les communautés particulières subliment et dépassent ce concept. L'être éprouve le néant des souhaits, la religion cosmique, le bouddhisme, ni dogme ni Dieu. Démocrite, François d'Assise, Spinoza suspectés d'athéisme mais aussi de sainteté. Fusion entre science et religion, les adversaires inconciliables. Kepler et Newton éclairent les rouages de la mécanique céleste. Ces solitaires insufflant la force au-delà de leurs échecs, la religiosité cosmique. S'extraire des liens de fils, père avec Dieu, mansuétude, punition, rapport personnel. La religiosité consiste à s'étonner, à s'extasier devant les lois de la nature, dévoilant une intelligence si supérieure que toutes les pensées humaines ne peuvent révéler. On peut ainsi surmonter la servitude des désirs égoïstes. La compréhension d'autrui ne progressera qu'avec le partage des joies et des souffrances. Sans culture morale, aucune chance pour les hommes. Valeur suprême du développement intellectuel. La liberté d'opinion et la lutte pour la liberté doivent précéder toutes les autres luttes. Être sincèrement désireux de vérité et de justice.
que chacun raisonne en son âme et conscience et non sur les racontars des autres. Sacrifier ses intérêts personnels pour les intérêts culturels du pays, ce qui est beau et moralement droit. Apprendre à comprendre les motivations des hommes. Les excès du système de compétition assassinent les esprits. Mieux vaut développer l'esprit critique. Accueillir la culture et l'enseignement comme un don inestimable et non comme une contrainte pour devenir indépendant, même si cela ne plaît pas. L'éducation, la plus intelligente étant d'être soi-même un exemple. Jadis, les pays vivaient dans une incompréhension réciproque et ils se redoutaient. Aujourd'hui, l'esprit fraternel et compréhensif aide à la collaboration des peuples. Le rôle du professeur est d'éveiller la joie de connaître et en créant des œuvres qui nous survivent, nous devenons des mortels immortels en transmettant notre savoir. Par notre savoir, la vie prend un sens et notre jugement sur les hommes s'affirme plus vrai. Discipline fortifiante, dynamisme mental et la fonction de l'homme qui lutte pour la vie. L'entraînement intellectuel ne nuit pas à la santé, c'est une stimulation d'activité. Offrant un enrichissement intérieur, accomplir sa vie avec une perfection minutieuse, comme un chef-d'œuvre de très grand prix. Sens de la justice, le dévouement au but commun à tous. La guerre est terrible à concevoir pour ceux qui se préoccupent des progrès des relations humaines. Les institutions, en s'élargissant, deviennent réellement efficaces et internationales. Volonté de conciliation, mais aussi de compréhension de l'intérêt supérieur. Ne pas dominer, mais servir. Lorentz, le maître des physiciens. Il débuta la théorie de l'électromagnétisme de Maxwell et remplacera la notion d'action à distance par la notion de champ électrique. Réalité indépendante grâce à la conception fondamentale du vide. Recherche de l'électrodynamisme de Hertz. Il nous aide à progresser et à nous dépasser. Pour la matière, la loi du mouvement de Newton reste valable, mais le siège du champ électromagnétique devient l'espace vide. Sans la localisation du champ électromagnétique dans l'espace vide, pas de théorie de la relativité restreinte. Le progrès décisif consistant à appliquer les équations de Maxwell à l'espace vide. La théorie paraissant restreindre le système d'inertie. Lorentz était un esprit supérieur, clair et beau comme une œuvre d'art, et se maîtrisait d'une sérénité constante. Il agissait par esprit d'entraide, consciencieux, il accordait à chaque chose l'importance requise avec humour. Joseph Popper, Linkaeus, la société est responsable du destin de chaque individu et doit fournir à l'individu un développement harmonieux. Pour Arnold Berliner, la capacité humaine de compréhension reste liée à des limites étroites, d'où le cercle de savoir du spécialiste se rétrécir de plus en plus. Un journal s'impose pour les connaissances scientifiques. Lutte de Berliner pour les synthèses claires, rendre vivantes les connaissances. L'amélioration morale est le but à poursuivre. Chaud, assez maître de lui-même pour voir et comprendre les faiblesses humaines sans se laisser emporter. Russell, la lecture de ses œuvres sont des moments de bonheur, selon Thorstein Veblen. Russell, théoricien de la connaissance et philosophe, pensée pure et impression sensorielle. Platon accorde à l'idée une réalité supérieure à celle de la réalité empirique. Est-il possible d'inventer quelque chose de grand sans cette illusion? Puissance illimitée de la pensée. La physique démontre les différences entre la réalité de nos sens et la réalité physique du monde par l'expérience, les impressions du réalisme naïf. Berkeley insiste sur le fait que nous ne saisissons pas directement les objets, mais que ce sont nos sens qui les captent, problématique de l'existence des objets. Transformation de la matière brute par nos sens. Impossibilité d'obtenir des connaissances réelles,
Galilée, Hume. Scepticisme intellectuel causé par les sens vis-à-vis de toute connaissance, Hume, Russell. Hume nous bouleverse sur la connaissance certaine, la matière brute sensible. L'unique source de notre connaissance nous modifie, nous fait croire, espérer, mais pas nous conduire au savoir. Kant propose une pensée pour résoudre le dilemme de Hume. L'empirique dans la connaissance n'est jamais certain. Pour Kant, si on les veut certaines, il faut les fonder avec la raison, géométrie et le principe de causalité, et non avec nos sens. Hume, par sa lucide critique, permet un progrès décisif de la philosophie. Le culte de la personnalité reste toujours injustifié. Attitude américaine heureuse et positive face à la vie. L'usage et la convention occupent une place essentielle. Idéal de vie plus conformiste. La zone d'influence de l'État reste relativement faible. Sentiment de responsabilité sociale des riches. Une grande fortune n'est pas indispensable pour une vie heureuse et prospère. Dévouement, tolérance et esprit d'équipe participent au succès. Les génies préconisent toujours la paix entre les peuples. Risque universel de la découverte de la bombe atomique. Einstein aida les Américains à réaliser la bombe et prit ses responsabilités, car les Allemands auraient eux aussi créé la bombe. Il s'acharnait sur ce problème. Aujourd'hui, la guerre s'appelle l'anéantissement de l'humanité. Lutter contre la racine du mal et supprimer la guerre. Gandhi incarne le plus grand génie politique de notre civilisation, avec des idées simples et claires. Pour Einstein, tout commence par être objecteur de conscience, et violemment contre le service militaire, mobiliser les hommes sur le problème du pacifisme, éradiquer la guerre. Seul le rejet inconditionnel de la guerre peut nous sauver. Le destin de l'humanité repose sur les forces morales de l'homme. Pour une vie heureuse et libre, il faudra renoncement et restriction. Interdire le service militaire dans tous les pays. Admirer chez Freud sa passion pour découvrir la vérité et ce désir profond de se libérer de la guerre, comme Jésus-Christ, Goethe ou Kant. Notre idéal, les politiciens obtiennent soit par la violence, soit par des élections populaires, leur pouvoir, et ils ne représentent en rien la tranche intellectuelle, moralement supérieure d'une nation. Einstein propose à Freud de regrouper les forces morales des États. Se battre contre la guerre et exiger des organisations religieuses de les aider. On devrait envoyer lors de la prochaine guerre les femmes patriotes sur le front pour changer. Le pouvoir de la conscience et de la sagesse politique. Se libérer de l'obligation militaire. Éducation de la jeunesse dans l'esprit de réconciliation, dans l'affirmation des forces de la vie et dans le respect de toutes les forces du vivant. Puissance irrésistible de l'objecteur de conscience. Ainsi, les êtres de la plus grande valeur ne seront pas livrés à l'anéantissement. Vaincre la stupidité, la peur et la cupidité, monstres à trois têtes. L'industrie de l'armement présente un péril sans égal pour l'humanité. Elle se masque derrière le nationalisme. Trafic abominable de l'industrie des munitions. Pour Einstein, tant qu'il ne dérange pas, les hommes le flattent, et si les intérêts sont touchés, il est calomnié. Se prononcer catégoriquement pour le désarmement général. S'attaquer aux politiques d'armement des États. La guerre doit devenir l'incompréhensible folie de nos ancêtres. Einstein est contre l'oppression culturelle et démissionne à Genève d'une commission, leur reprochant d'être une parodie de l'adage « ut à liquide, fieri videatur ». Désarmement pour supprimer radicalement la possibilité de la guerre. Dérisoire fierté nationale, exaltée par la mythologie du guerrier héroïque. S'armer veut dire non pas organiser la paix, mais préparer la guerre. Il faut désarmer à jamais pour éliminer les guerres et prendre la route de la paix.
Cela implique une force morale nouvelle et un refus conscient des traditions enracinées. L'État est créé pour les hommes et non l'inverse. La tâche essentielle de l'État est de protéger l'individu et de se réaliser en tant que personne humaine créatrice. L'État doit être notre serviteur et non pas en devenir l'esclave. Combat contre la guerre, le désarmement moral doit précéder le désarmement matériel. Halte au nationalisme exacerbé qu'on appelle patriotisme, puissance criminelle angoissante. Tout commence avec le service militaire obligatoire, euphémisme de l'armée nationale, et exalte en eux le sentiment nationaliste. Il faut proclamer la guerre hors la loi, et non martyriser les objecteurs de conscience, persécution. Dire non d'une manière légale au service militaire. Protéger ceux qui ont la grandeur d'âme de refuser de combattre. Sans désarmement, pas de paix durable. Honnêteté et confiance des participants. Il faut se battre pour cette cause et l'avenir de l'humanité en dépend. Éradiquer ce vestige sauvage et intolérable qu'est la guerre. Engagement inconditionnel des États membres. La science est internationale, disait Émile Fischer, au paroxysme de la guerre et de la folie nationale. Seuls les Anglais ont su garder et sauvegarder une communauté intellectuelle. La paix doit être mondiale. Sentiment de solidarité qui ne s'arrête pas aux frontières. Le prix des valeurs humaines se situe au-delà de toute politique ou frontière. Créer des valeurs de civilisation où les conditions de travail permettent réellement de vivre. L'échange inconditionnel des idées et des découvertes s'impose pour un progrès harmonieux de la science et de la vie culturelle. Le progrès technique pourrait libérer les hommes d'une grande partie du travail nécessaire à leur vie, planifier l'économie dans la production et la distribution des biens de consommation. Le problème vient de la faiblesse du pouvoir d'achat, diminution du temps de travail pour supprimer le chômage et fixation d'un salaire minimum garantissant le pouvoir d'achat. Einstein était pour la suppression des grandes villes, empêcher les fluctuations de la monnaie. Malheureusement, l'égoïsme et la concurrence sont plus puissants que l'intérêt général ou le sens du devoir. Unifier les efforts personnels de ceux qui poursuivent le même idéal et créer un pont entre les peuples. On ne peut durablement faire la paix si notre politique est basée en éventuels futurs conflits. L'élimination de la peur, le solennel refus d'utiliser la force, la confiance mutuelle, give and take. Les progrès intellectuels et sociaux ne sont que les fruits du travail de nos ancêtres. Incarner une valeur aux yeux de la société, en dépassant son égoïsme personnel, de sa classe, de son pays, et ainsi améliorer le destin de la communauté humaine. Se libérer de l'esclavage dégradant du militarisme. En mars 1933, conscient de l'intolérance germanique et dégoûté que Kant et Goethe ne servent que de support à des fêtes politisées. En avril 1933, démission d'Einstein de l'Académie, invoquant qu'il ne pouvait plus se considérer prussien sous un tel régime. L'Académie n'a aucun regret du départ d'Albert Einstein. La question de l'anéantissement économique des Juifs allemands était évoquée en réunion. Renonce à la citoyenneté prussienne, car il ne vivra jamais dans un pays où les citoyens subissent une inégalité des lois et où les idées dépendent du contrôle de l'État. Il quitte l'Académie, car elle doit être responsable de la promotion et de la sauvegarde de la vie scientifique, et ce n'est plus le cas en Allemagne. Il ne collaborera jamais à une académie qui tolère la ségrégation. En tant que juif, il considère les autres juifs comme ses frères, et l'injustice de l'un devient une injustice personnelle. Admire et respecte le sentiment de justice du peuple français, qu'il invitait à une manifestation contre l'antisémitisme qu'il déclinera. La passion de la connaissance, de la justice et de l'indépendance cimente le peuple juif, et c'est un don du destin. L'histoire leur a imposé un terrible combat. Idéal de vérité, de justice, de liberté de l'un des plus anciens peuples civilisés.
accomplissant dans l'esprit un travail créateur pour une amélioration de l'humanité. Le judaïsme traite de la morale, une attitude pour et dans la vie, les lois contenues dans la Torah et interprétées dans le Talmud. Droit à la vie pour toutes les créatures et rendre l'existence la plus belle et la plus digne. La vie est sacrée et représente la valeur suprême. Respecter tout ce qui est spirituel. Refus de la superstition. Servir Dieu, c'est servir la vie. Respect de la vie est sacrée. Émerveillement devant la beauté et la majesté du monde. Minorité sans défense qui veut maintenir une tradition culturelle. Rester fidèle aux traditions morales qui nous maintiennent depuis des siècles en vie. Affection pour Shaw, médecin de l'âme et libérateur de la pesanteur, en faisant entrevoir notre univers sous un éclairage nouveau. Le seul lien du peuple juif est la tradition. Les nationalités ne veulent pas être mélangées, mais suivre leur propre destin. Une situation pacifique ne s'instaure que dans la compréhension et l'indulgence réciproque. Organisation sioniste, la Palestine au travail, aide à transformer le désert en colonie florissante. L'ennemi de la conscience nationale juive s'appelle décadence des ventres pleins, volerie de la vie facile. La Palestine sera pour tous les juifs un lieu de culture, de refuge pour les persécutés et un champ d'action idéal. Chercher le bonheur de la population. Les juifs forment une communauté de sang et de tradition. C'est un nationalisme, mais sans volonté de puissance et préoccupé de dignité et de santé morale. Sans les haines extérieures, Einstein serait le premier à rejeter ce nationalisme au profit d'une communauté humaine universelle. L'effort d'unir sagesse et pouvoir. La joie de contempler et de comprendre, aphorisme dédié à Léo Bassec. Les uns s'adonnent à la science pour le sentiment de bonheur que lui procure cette puissance intellectuelle supérieure, d'autres pour des raisons utilitaires. Max Planck, lui, comme Schopenhauer, ont pour motivation une volonté d'évasion du quotidien et d'échapper aux chaînes des désirs. Ils se dégagent de leur existence personnelle pour chercher l'unité de contemplation et de la compréhension objective. L'homme cherche à former par la logique une image du monde simple et clair. Le peintre, le poète, le philosophe procèdent de cette manière. Le physicien théoricien aussi. Seul le langage mathématique l'autorise, mais le restreint sur le plan concret. Cela porte le nom audacieux d'image du monde. Trouver la théorie de tous les phénomènes de la nature et de la vie, même si cela dépasse la capacité de la pensée humaine. Rechercher des lois élémentaires mais générales pour acquérir une image globale par pure déduction, plutôt une intuition se développant parallèlement à l'expérience. Le monde des perceptions détermine en fait rigoureusement le système théorique, ce que Leibniz dénommait l'harmonie préétablie. Planck s'est détourné des objectifs plus lucratifs pour traiter les problèmes plus généraux de la science. Sa force de volonté et sa discipline exceptionnelle expliquent cela. Comme un amant ou un religieux, la persévérance quotidienne se base sur un besoin immédiat. L'amour de la science s'amuse de la lanterne de Diogène et fera progresser les problèmes physiques de son époque. Unifier la théorie des quanta, l'électrodynamisme et la mécanique. Einstein à l'Académie, heureux de se consacrer exclusivement aux études scientifiques, la physique théorique. Par exemple, les lois du rayonnement thermique et du mouvement moléculaire aux basses températures. Planck introduisit ainsi la physique des quanta et renversa la mécanique classique de Galilée, Newton, Maxwell. Petite masse se déplaçant lentement et des fortes accélérations. Le travail empirique à tâtons est nécessaire pour établir si les principes de la théorie peuvent décrire la réalité. Voici la situation exacte de la relativité. Une réflexion sur le temps et l'espace nous a prouvé que le principe de la vitesse constante dans le vide, de la lumière, déduite des corps en mouvement, ne nous contraint pas à subir la théorie d'un éther immobile.
principe de la relativité et son extension indéfinie, théorie générale de la gravitation incluant la dynamique. La physique inductive questionne la physique déductive. Notre travail est de trouver les preuves définitives. Pour juger du travail d'un physicien théoricien, ne vous fiez pas à ce qu'il dit, mais jugez ce qu'il produit. Le créateur a ce caractère. Les produits de son imaginaire s'imposent à lui et ne peut les considérer comme image de l'esprit, mais comme réalité évidente. Consacrer sa vie à rechercher l'unité de la connaissance et exercer de toute son énergie à en éclaircir et à en perfectionner les éléments de base. Se donner passionnément au monde des idées. Éternelle confrontation entre empirisme et raison. La Grèce antique a donné naissance à la science occidentale et inventa ce chef-d'œuvre de la pensée humaine, le système logique, géométrie d'Euclide. Puis Kepler et Galilée, père de la physique moderne, apporteront l'expérience, la déduction, la théorie des probabilités. Newton, premier inventeur d'un système de physique théorique, interpréta les concepts et les lois issus de l'expérience. Pour Einstein, la construction mathématique nous permet de trouver les concepts, mais l'expérience s'impose, même si le principe fondamentalement créateur se trouve dans la mathématique. L'espace vide de Maxwell, l'existence d'ondes de Louis de Broglie, explique les propriétés quantiques de la matière. Dirac et les spins déduit les propriétés des électrons. Avec son collaborateur, le docteur Walter Mayer, Einstein appréhende le réel en sa profondeur et la structure atomique de la matière. Schrödinger et la théorie moderne des quanta expriment le travail audacieux de Max Born, la probabilité de découvrir de telles structures. Le nombre de dimensions étant supérieur à ceux envisagés, 4, par la physique actuelle, est-elle illimitée? Selon la théorie de la probabilité d'existence et non représentant les choses elles-mêmes. Relation d'incertitude de Heisenberg avec la localisation des particules. Newton avec sa théorie du mouvement des masses et de la gravitation. Faraday et Maxwell avec la notion du champ électromagnétique. La pensée de Lorentz, enfin, la relativité et la conclusion en ligne droite du travail réalisé. La loi de la constance de la vitesse de la lumière dans l'espace vide, jointe à l'égalité de droit de tous les systèmes d'inertie, principe de la relativité restreinte. Dévoilée par l'expérience de Michelson, incline à penser que la notion de temps est relative, puisque chaque système d'inertie doit avoir son temps particulier. Les coordonnées d'espace et de temps sont mesurables dans un caractère absolu par des horloges, mais deviennent relatifs, car dépendant de l'état de mouvement du système d'inertie choisi. Influence du mouvement et de l'accélération relative. Masse inerte et masse pesante. Les lois du mouvement des corps solides en présence des champs de gravitation ne correspondent plus aux règles de la géométrie euclidienne. Cette nouvelle manière de mesurer existait déjà en mathématiques, grâce aux travaux de Gauss et Riemann. Les coordonnées espace-temps ôtent toute réalité indépendante. Le réel est une liaison de ces coordonnées en relation avec le champ de gravitation. Ernest Mach remarqua que dans la théorie de Newton, on évoque des mouvements sans évoquer les causes et les accélérations et expliqua les inerties des corps. Dans la relativité générale, les propriétés physiques de l'espace sont connues comme influencées par la matière pondérable. Valable seulement en pensant l'univers comme un espace fermé, car la densité moyenne de la matière possède une valeur finie. En 1905, la théorie de la relativité restreinte découvre l'équivalence de tous les systèmes dits d'inertie et se pose la question, y a-t-il une équivalence plus étendue? En traitant la loi de la gravitation, Newton, Mach, Laplace, Poisson, et du théorème de l'inertie de l'énergie, vitesse relative et accélération. L'énergie cinétique interne, tous les corps subissaient dans un champ de gravitation la même accélération. Égalité des masses inertes et pesantes, expérience d'Auvatuos, et cela s'explique car un champ de gravitation homogène,
tous les mouvements s'exécutent comme en absence d'un champ de gravitation. Dès 1911, Einstein comprit qu'il ne parviendrait à une théorie rationnelle de la gravitation que par une extension du principe de relativité. En 1912, il veut trouver une nouvelle expression de la loi de l'inertie, Galilée, Minkowski, et des lois différentielles, Riemann. Avec son ami et collaborateur Marcel Grossmann, ils découvrirent les travaux du calcul différentiel infinitésimal de Ricci et de Libicivita, ceux de Riemann sur les formes différentielles invariantes, tenseurs de courbure, de l'espace courbe. Résoudre la problématique par l'intuition, puis par le langage et enfin par l'expérience. Einstein n'accepte pas la position kantienne de l'a priori. L'espace s'impose comme quelque chose de réel. Descartes, le premier, introduit l'espace par un point, au moyen de coordonnées. Albert Einstein, comment je vois le monde. Merci.